Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence, je vais dire en ligne. On n'est pas en présentiel toutes et tous. Pour donc ce séminaire programmé dans le cadre du projet Afrique Architecture Formation. Donc le séminaire s'intitule Bioclimatique et numérique. Et il est axé sur des problématiques bioclimatiques qui ont été capitalisées, valorisées ou diffusées par l'outil numérique. Et en fait, l'idée de ce séminaire, ou du moins l'objectif, c'est quand même de sensibiliser à un esprit critique vis-à-vis des outils numériques dans le projet situé, puisque je vais vous parler un peu plus du projet Afrique Architecture Formation, par la présentation donc de deux projets de recherche académique qui articulent ces questions de bioclimatique et numérique. Donc, juste petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas le projet AAF. Donc, AAF est un projet européen Erasmus+ Capacity Building. Donc, AAF voulant dire Afrique Architecture Formation. Et donc, c'est un programme qui vise à la co-construction de savoir et de savoir-faire sur la question du projet architectural et urbain situé. Donc, que ce soit dans l'enseignement ou dans la recherche. Donc, dans ce programme européen, nous sommes plusieurs partenaires d'établissements d'enseignement supérieur. Nous sommes exactement 7 des établissements d'enseignement supérieur nord et sud. Nous avons l'Université libre de Bruxelles, l'école d'architecture de Marseille, donc nous qui organisons aujourd'hui ce séminaire, l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, donc l'EAMO, qui est basée à Lomé, l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, qui est également à Lomé, la faculté d'architecture de l'Université de Lubumbashi, la faculté d'architecture de l'Université Congo, et l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa. Ça, c'est pour la partie République démocratique du Congo. On a également 2 partenaires du milieu opérationnel, qui sont l'Ordre national des architectes du Togo et l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo. Donc, ce séminaire aujourd'hui va s'articuler autour de présentation de 2 projets de recherche, comme je disais, 2 projets de recherche portés respectivement par le laboratoire Project de l'École d'architecture de Marseille, du moins des membres du laboratoire Project, et par des membres de la faculté d'architecture de l'Université Congo. Donc pour cette présentation, on va commencer. Alors dans le programme, on a inversé parce qu'on a eu des petits contretemps techniques de l'un de nos participants. Donc on va d'abord écouter la présentation de Mylène Kokozola, qui est architecte, qui est enseignante à la faculté d'architecture de l'Université Congo et qui est doctorante à l'Université libre de Bruxelles, et de Christian Mambot, qui est ingénieur génie civil et qui est enseignant à la faculté d'architecture de l'Université Congo et qui est spécialiste sur les questions de SIG. Donc avec une première présentation qui s'intitule « Analyse bioclimatique et modélisation patrimoniale des bâtiments coloniaux à Mbazane-Ngongo ». Et puis, donc c'est une présentation qui va durer entre 20 et 25 minutes. Et puis, dans un second temps, ce que je propose, c'est qu'on écoute la seconde présentation qui va être portée donc par Gianluca Cadoni, qui est ingénieur de recherche au laboratoire Project de l'École d'architecture de Marseille. Christelle Marcaro, qui est donc architecte, docteur en architecture et maîtresse de conférence à l'École d'architecture de Marseille, et Chiara Silvestri, qui est également architecte et docteur et maîtresse de conférence à l'École d'architecture de Marseille. Tous les 3 étant membres du laboratoire Project, avec donc une seconde présentation qui s'intitule « Un inventaire des ressources locales en ligne, une aide à la conception bioclimatique pour des projets situés ». Et puis, à la suite de ces 2 présentations, on aura un temps de peut-être 40-45 minutes de discussion, d'échange, de questions et de mise en perspective sur ces questions de bioclimatique et numérique. Voilà, j'ai complètement oublié de me présenter, c'est peut-être pas mal aussi. Donc moi, je suis Amal Zerrourou, je suis également architecte de formation et docteur en architecture. Et je suis, comment on peut dire ça? Je suis en coordinatrice d'une certaine manière pour la partie UNSAM du programme Afrique Architecture Formation.
Voilà. Mylène et Christian, je vous laisse la parole pour cette première présentation. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. J'ai vu qu'il y avait des bonjours qui passaient dans le fil de la discussion. Voilà. Mylène, la parole est à toi. Si, tu nous entends, Mylène? Ah voilà. Bien, et vous m'entendez aussi, j'espère. Ouais, nickel. Et là, Donc, bonjour, j'ai été présentée, oui, c'est Mylène, et avec mon collègue Christian, on va essayer de vous présenter en fait cette présentation qui porte sur l'analyse bioclimatique et modélisation patrimoniale de bâtiments coloniaux à Mbazango. Mais avant d'entrer en fait au vif du sujet, c'est quand je commençais, donc nous nous sommes mis à réfléchir en fait sur en fait ces concepts de bioclimatique de manière générale en architecture pour comprendre un peu son origine. Donc on se rend compte que en fait c'est un concept qui est tout récent, donc qui s'est développé au milieu du 20e siècle, notamment sous l'impulsion de plusieurs architectes. Donc entre autres, on peut aussi dire que ça fait un peu un lien entre ce qu'on dit dans l'architecture traditionnelle vernaculaire et l'architecture écologique ou l'architecture durable. Et la personne qui nous présente en fait l'ensemble en fait de ces réflexions, c'est Clément Guélard. Et il y a un autre encore chercheur ou penseur qui définit en fait ces concepts comme étant ce courant architectural récent, voilà, mais mais en fait qui s'accompagne d'une réflexion sur le respect de l'environnement. Et, pardon, c'est le respect de l'environnement. Et un autre, ou c'est pas un autre, mais c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui, eux, voient ça comme étant ce mode de conception architecturale qui recherche les meilleurs ou la meilleure adéquation possible entre le climat, les bâtiments et le confort de l'habitant. Et au niveau de l'Afrique, au niveau de la République démocratique du Congo, c'est qu'on peut essayer un peu de le voir avec, premièrement, le travaux de l'école Gando de l'architecte Francis Kéré, qui essaie quand même aussi de pouvoir ressortir, en fait, ces questions ou cette réflexion sur tout ce qu'il pense, en fait, de bioclimatique, mais en matérialisant, en fait, cela avec l'usage de matériaux, mais aussi, il pense aussi le confort des habitants par rapport à leur environnement. Et au niveau du Congo, on s'appuie beaucoup plus sur l'ouvrage de Decuker qui nous parle de l'architecture tropicale, dans lequel il essaie aussi, lui, de pouvoir, en fait, réfléchir sur cette approche de climat et le construction avec le choix de matériaux, mais beaucoup plus au niveau de l'Afrique tropicale humide. Donc, il se base, en fait, sur un contexte. Mais au niveau du Congo central, puisque c'est là qu'on essaie de faire en fait notre présentation, en fait, ces questions de bioclimatique, pour nous, c'est présente beaucoup plus avec, je prends cet exemple de bâtiments coloniaux, où on voit les constructions métalliques et aussi un type de bâtiment qu'on appelle des bungalows coloniaux. On essaie de pouvoir réfléchir ou présenter ou penser en fait ces questions de bioclimatique en tenant compte de certaines caractéristiques, aussi la ventilation, l'isolation, la végétation, donc on parle de l'environnement, et l'orientation et la forme aussi de bâtiments ou de tous les éléments qui composent en fait cette construction. Et on aimerait aussi bien parler de Mbazamou parce qu'il y a aussi cette particularité, étant donné qu'on se retrouve en République démocratique du Congo avec ses fortes chaleurs, mais au niveau de Mbazamou, c'est une particularité. C'est fait que Mbazamou, c'est d'abord une région qui est située dans plein de collines et des vallons et il y a une température qui est plus ou moins agréable que Kinshasa. Donc, je prends la référence de Kinshasa parce qu'on a un climat qui est beaucoup plus frais, beaucoup plus agréable à ces niveaux. Et d'où même penser l'architecture ou penser ces questions de bioclimatique nous pousse à pouvoir revenir sur la question du climat et qu'est-ce que les climats apportent dans les constructions.
Et entre autres aussi, on peut dire aussi que Mazamou, c'est aussi un coin où les questions de patrimoine sont aussi beaucoup plus soulignées. Et on cite quelques exemples, en fait, de bâtiments qui sont classés dans, dans la liste de, 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 de l'UNESCO sur la protection du patrimoine. On a l'église Sacré-Cœur, les tribunaux de grandes instances et aussi l'école primaire de Noki que je vais aussi présenter dans la suite, en fait, de ce slide. Alors, au niveau de la faculté d'architecture, nous pensons également ces questions de bioclimatique à partir de certains cours. Donc, je prends l'exemple de ce cours d'architecture coloniale et patrimoine dans lequel on essaie de pouvoir faire une analyse, en fait, de toutes les constructions ou les bâtis coloniaux en réfléchissant sur ces questions de confort. Et entre autres, cet exercice qui a été donné depuis 2019, c'est en fait le premier travail qu'on les étudiants de la fac d'archi. Donc, c'est la toute première promotion avec laquelle on a travaillé sur des questions de bioclimatique, mais avec les cours d'architecture coloniale, où on essayait d'analyser, en fait, chaque élément en termes de ventilation, la toiture, les matériaux qui sont utilisés. Et avec toujours cette progression dans la question de bloc climatique, on essaye aussi de pouvoir situer en fait l'environnement bâti. Donc, on va réfléchir l'ensemble des éléments qui entourent en fait ces constructions et on arrive à produire des cartes. Ça, je pense la première année où on faisait des cartes schématiques pour essayer de situer un peu l'environnement, pour comprendre un peu le contexte et les constructions qui sont faites. Et jusqu'à ce que on arrive à utiliser le numérique pour essayer de beaucoup plus développer en fait ces questions ou cette analyse en fait du terrain. Et ça, on a travaillé particulièrement sur le bungalow, donc le type de construction coloniale, et on a essayé de pouvoir localiser grâce à l'outil numérique. Donc, on a eu l'appui en fait de laboratoire SIG de la faculté d'architecture avec les étudiants. Donc, nous avons eu à repérer les différents bungalows dans chaque quartier. Donc ici, j'ai juste pris un exemple ou un travail d'étudiant sur un quartier où on essaie avec l'outil numérique d'avoir un contexte beaucoup plus réel de ce que est en fait la situation de Bazangungu dans son environnement. Donc c'est un peu de cette manière que nous, au niveau de la fac d'archi, avec l'apport du numérique, et on essaie de réfléchir sur ces questions de bloc climatique, mais aussi beaucoup plus de ces questions d'outils numériques pour produire en fait différents travaux et penser la pédagogie à notre niveau, au niveau de la faculté. Donc voilà, ma présentation se limite ici parce que Christian va faire le reste. Voilà, est-ce que vous arrivez à voir l'écran partagé, s'il vous plaît? Oui, oui, parfaitement. Ah, ok. Bonjour à tous. Je suis Christian Toumounimo, assistant d'enseignement au sein de la faculté d'architecture de l'Université Congo à Mbanza-Ngungu. Et je suis également donc chercheur au sein du laboratoire des systèmes d'information géographique et de culture numérique de la même faculté, donc de l'Université Congo. Alors, en tant qu'enseignant chargé de cours des questions des systèmes d'information géographique et cartographie au sein de la faculté d'architecture, nous initions les étudiants de bachelier 3 à l'utilisation des outils de cartographie et des systèmes d'information géographique pour des questions qui touchent à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire ou à des questions plus globalement liées à l'art de bâtir. Alors, dans ce sens, nous accompagnons également des étudiants, des chercheurs
des étudiants, notamment dans les cours d'architecture coloniale et patrimoine, plus spécifiquement avec Mylène, pour voir dans quelle mesure ils peuvent se servir des notions liées au SIG et à la cartographie pour des applications orientées sur des questions de patrimoine ou d'architecture coloniale. Mais nous collaborons également avec d'autres enseignants dans d'autres matières liées à l'urbanisme ou au cours des projets. Alors ici, nous avons eu le temps d'échanger avec Mylène, donc je ne veux pas, enfin, nous travaillons régulièrement ensemble, je ne veux pas revenir sur ce qu'elle a présenté, mais plutôt dire ici, donc situer ma présentation, c'est à la suite des travaux que nous réalisons déjà, comme je l'ai dit, dans différents cours avec des chercheurs, à la suite des travaux qui font appel aux notions de SIG et cartographie, que je présente cette communication qui rentre beaucoup plus dans le cadre des travaux de recherche initiés au sein du laboratoire de SIG et culture numérique de l'Université Congo. Alors, celui-ci, il s'agit en fait d'un projet que nous avons initié donc, au sein du laboratoire, un projet de recherche qui n'est pas encore, donc nous sommes vraiment au niveau de la phase de, je veux dire, conceptualisation. Donc, c'est un projet que nous tenons à mettre en place, mais j'ai choisi plutôt de le partager par rapport à la thématique qui a été proposée pour aussi bien montrer où nous souhaitons aller avec ces informations, mais aussi de recueillir des avis, observations ou remarques de votre part. Donc, le projet s'intitule Vers un HBIM des bâtiments coloniaux de la ville de Mbanzango. Alors, ici, je vois le terme qui pourrait paraître étrange pour certains, c'est les HBIM. Je crois que Mylène a déjà parlé des bâtiments coloniaux ou de la ville de Mbanzango. Moi, je ne veux pas m'attarder là-dessus. En ce qui concerne les HBIM, donc, ce terme fait allusion au BIM, déjà au concept des BIM que beaucoup connaissent déjà, pardon. Mais il y a le mot héritage qui s'ajoute, donc c'est héritage, building, information, modeling. Donc c'est en fait les BIM que beaucoup connaissent déjà ou que beaucoup appliquent déjà, mais cette fois-ci appliqués aux bâtiments existants. Donc les BIM appliqués, le concept des BIM appliqués aux bâtiments existants ou aux bâtiments historiques ou aux bâtiments patrimoniaux. Donc, ce terme désigne une nouvelle façon, en fait, de modéliser un bâti existant à l'aide des processus de modélisation de l'information qu'on appelle aujourd'hui BIM. Alors, à travers cette communication, comme je l'ai dit tantôt, le projet est vraiment en cours, on va dire, de conceptualisation. Donc, nous sommes vraiment au tout début de la mise en place de ce projet-là. Alors, ici, donc, dans le cadre de cette communication, je vais plutôt m'appesantir sur la présentation de notre démarche méthodologique. Donc, vraiment, il s'agit de montrer ici quels sont les objectifs et comment nous entendons en fait atteindre les objectifs fixés par rapport à ces projets et qu'est-ce qui est déjà fait jusqu'ici pour qu'ensuite nous puissions recueillir des remarques, des questions, des observations qui nous aideront à atteindre les objectifs fixés par rapport à notre projet, le projet porté par le laboratoire SIG de l'Université Congo. Donc, ce travail, en fait, illustre les différentes étapes poursuivies dans le cadre de ce travail de modélisation patrimoniale des attributs
des différents bâtiments coloniaux de la ville de Mbanzango. Je crois que Mylène déjà a donné un aperçu de quelques bâtiments coloniaux ici dans la ville de Mbanzango. Et au sein de cette ville, nous, pour ce projet, nous allons nous concentrer essentiellement sur les bâtiments coloniaux du quartier Noki. Et donc ici, nous allons un peu montrer cette démarche-là. Alors, de façon plus concrète, il s'agit dans un premier temps de faire ce qu'on appelle un diagnostic thermique entre les bâtiments résilients et les bâtiments qui présentent une certaine vulnérabilité. Et donc, l'enjeu majeur, nous le savons, autour de l'urbanisme tropical, c'est aussi la surchauffe urbaine. Et à travers la ville de Mbanzangungu, le changement climatique et l'évolution des pratiques constructives que nous remarquons aujourd'hui dans la ville peuvent influencer justement ce phénomène de surchauffe urbaine et rendre crucial donc justement l'évaluation de la performance thermique de ce patrimoine dont nous disposons ici dans la ville de Mbanzangungu et précisément dans les quartiers Noki. Et c'est justement dans cette perspective d'arriver à évaluer la performance thermique des bâtiments coloniaux dans les quartiers Noki de la ville de Mbanzangungu et voir le lien avec les questions des surchauffes urbaines que nous avons décidé, justement, nous avons opté pour l'utilisation des outils numériques. Et en l'occurrence, étant laboratoire de cartographie, des SIG, donc nous servons des outils possibles par les SIG justement pour arriver à faire une évaluation des performances thermiques de ces bâtiments-là. Et concrètement, nous allons nous servir, donc nous travaillons avec le logiciel QGIS, un logiciel free, plutôt accessible au niveau du laboratoire, pour arriver à établir une analyse des îlots de chaleur urbains au niveau du quartier Noki. Bon, c'est vrai que les quartiers Noki, c'est un peu plus grand, mais nous nous concentrons, vous allez le voir par la suite, nous nous concentrons au niveau de la zone du quartier Noki où il y a essentiellement des bâtiments coloniaux. Donc, c'est dans cette zone-là que nous tenterons de mener une analyse des îlots de chaleur urbains et de la température de surface terrestre. Et tout cela rendu possible par des outils de cartographie et de cycles. Donc, notre approche vise essentiellement à répondre à une question qui s'avère pour nous fondamentale, c'est finalement quelles sont les solutions constructives coloniales que l'on retrouve au niveau des bâtiments coloniaux qui manifestent une forme de résilience thermique naturelle et où se trouve le point de vulnérabilité qui nécessite une intervention immédiate. Parce que je crois que Mylène est revenue sur à aborder l'importance de ces patrimoines dont nous disposons ici dans la ville de Mbanzangungu. Alors, nous allons tenter de répondre à cette question à travers la carte de la température de surface terrestre. Donc, nous nous sommes servis des QGIS, donc des outils numériques, notamment QGIS, pour tenter d'élaborer la carte de la température de surface terrestre, mais concentrée uniquement au niveau de la zone où il y a les bâtiments coloniaux dans le quartier Noki. Et pour faire ce travail-là, nous sommes servis de l'image satellite de la ville de Mbanzangungu et plus précisément du quartier Noki. Et ensuite, nous avons appliqué plusieurs formules, plusieurs calculs pour tenter de dégager un premier aperçu de la carte de la température de surface terrestre qui est pour nous
un point de départ pour que à la suite, on arrive à mener ces analyses justement sur les îlots de chaleur urbaine et puis plus tard, arriver à déterminer les températures au niveau des toitures de chaque bâtiment. Donc, l'idée à travers ce qui va suivre, c'est de révéler les températures réelles des toitures des bâtiments coloniaux, souvent que l'on ne sait pas détecter à vue d'œil. Alors, ici, vous avez un aperçu des premiers résultats que l'on a commencé à obtenir à partir de QGIS. Donc, ici, nous sommes au niveau du quartier Noki, dans la ville de Mbanzangou, mais ce n'est pas essentiellement ça le quartier Noki. Mais ici, comme je l'ai dit tantôt, c'est la zone de ce quartier où nous avons beaucoup plus de bâtiments coloniaux. Pour ceux qui ont déjà eu la chance d'être dans la ville de Mbanzangou, donc vous allez reconnaître ici donc, vous allez reconnaître à cet endroit les ateliers centraux, donc les ateliers de Mbanzangungu. À ce niveau-là, c'est la route nationale numéro 1. Juste à côté, c'est le chemin de fer. Et là, vous avez les ateliers donc, centraux, les ateliers de réparation Christian, je pense que tout le monde a perdu ton, c'est Yves Robert, hein. Je pense que tout le monde a perdu ton PowerPoint. L'écran n'est plus partagé. On t'entend, mais on ne te voit pas. Oui, c'est ça. Voilà, donc je disais tantôt que là, c'est un des premiers résultats que nous avons commencé à avoir à partir des résultats obtenus sur QGIS, notamment sur ce qui est du calcul de la température de surface terrestre au niveau du quartier Noki. Donc, l'idée, c'est que à partir des informations de la température du surface terrestre, arriver plus tard à se dire, tiens, quelle est au niveau de cette zone les différentes toitures des bâtiments coloniaux qui reçoivent le plus de chaleur que d'autres. Donc, c'est vraiment arriver à cela dans un premier temps à partir de la température de surface terrestre. Donc, ici, sur cette présentation, nous avons croisé le fond, un fond cartographique de la zone, on peut qualifier coloniale du quartier Noki. Donc, en jaune, là, par exemple, vous voyez, nous avons illustré quelques bâtiments coloniaux suivant différentes typologies. Je pense que Mylène peut-être a fait la présentation là-dessus. Donc, nous avons sélectionné plusieurs bâtiments coloniaux de différentes typologies pour montrer justement que nous sommes dans une zone où il y a une forte concentration de ces bâtiments-là et nous avons calculé la température de la surface terrestre qu'on appelle LST. Et là, nous sommes partis pour un peu dire un mot rapidement. Donc, nous sommes partis du calcul du sommet de l'atmosphère pour ensuite aboutir à la température de luminosité, puis calculer l'indice de végétation. Donc, tout ça, nous avons travaillé sur QGIS. Enfin, calculer la proportion de la végétation, l'émissivité, et ce qui nous a conduit finalement à établir donc cette carte, ce premier résultat qui est en fait la carte de la température de surface terrestre. Alors, en bleu, là où c'est bleu, c'est des zones à faible température. C'est des zones à faible température. Tandis que là où c'est un peu rouge ou marron, là, c'est des zones à température élevée. Et ça, ce sont les premières informations qui vont nous permettre par la suite de croiser ce que nous avons ici avec des caractéristiques architecturales des bâtiments coloniaux. Par exemple, le type de toiture, les murs, la hauteur des bâtiments. Donc, ce sont les informations que nous sommes en ce moment-ci en train de collecter avec la collaboration des étudiants. Bien évidemment, on fera appel à d'autres notions comme la photogrammétrie. Mais voilà, ça viendra dans les prochaines étapes pour arriver à croiser toutes ces informations qu'il y en aura avec le premier résultat que nous avons ici.
Et la suite, bien, la suite finalement, c'est dans un premier temps d'arriver à quantifier donc la performance, comme je dis, la performance thermique de ces bâtiments coloniaux, puis après croiser les données thermiques que nous allons obtenir avec les caractéristiques patrimoniales, comme les matériaux de construction, la hauteur de bâti, les types de toitures, etc. Pour arriver justement, la finalité, c'est d'identifier les tendances bioclimatiques performantes, peut-être à répliquer hein, dans ce qui est fait aujourd'hui, mais également le risque de surchauffe que l'on peut observer dans les différents bâtiments et que l'on peut corriger dans le cadre des travaux de rénovation. Donc, finalement, les résultats dans le cadre de ce projet seraient un diagnostic spatialisé qui va donc transformer l'intuition que nous avons à une véritable décision pour anticiper une forme de planification urbaine et, et architecturale dans la ville de Mazong, mais précisément dans ces quartiers coloniaux de façon beaucoup plus durable. Donc voilà ce que j'avais dans un premier temps à dire par rapport à ces projets que nous sommes en train de mettre en place au niveau du laboratoire. Et peut-être pour revenir, sur votre question là-dessus, pour revenir au calcul du LST, température de surface terrestre, comme pour un premier essai, nous avons pris les données disons, pour la saison pluvieuse allant de septembre 2024 à avril 2025. Donc voilà, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mylène. Merci beaucoup, Christian. Merci pour votre Merci. intervention qui mêle donc recherche et pédagogie et qui porte, si j'ai bien compris, je suis désolée, c'est pas du tout mon champ de compétences, mais qui porte une réflexion sur l'établissement d'un diagnostic thermique sur les bâtiments donc coloniaux à valeur patrimoniale en contexte tropical. On a vu qu'il y avait plusieurs questions sur le fil de discussion. Ce que je vous propose, c'est de les reprendre tout à la fin. Comme ça, on aura un temps d'échange un peu plus important. Et là, sans plus tarder, j'invite donc Gianluca Cadoni et Chiara Silvestri à nous faire une présentation. Donc là, on change de contexte. On n'est plus en contexte tropical, on passe plutôt en contexte tempéré. Ils vont nous parler. Alors, je rappelle le titre de leur intervention, un inventaire des ressources locales en ligne, une aide à la conception bioclimatique pour des projets situés. C'est à vous, je pense, Gianluca, que tu peux parler directement là, sans laisser ton micro. Oui, non, le micro est fermé de toute façon. Donc bonjour, je vais introduire cette présentation. Alors le travail que nous allons vous présenter, c'est un travail qui a été initié, qui est coordonné par Christelle Marchiaro, qui ne pouvait pas être là malheureusement aujourd'hui, et donc qui a été initié dans le cadre de la pédagogie, dans notre ancien programme, donc qui était actif jusqu'en 2024. Là, nous le continuons, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc, c'était dans le cadre des DE, donc des domaines d'études, et c'était composé par une partie de séminaire, donc de recherche, en lien avec un TD exploratoire et un projet de niveau master. Et en parallèle avec la pédagogie, évidemment, ce travail, il est en lien avec la recherche qui est menée dans le cadre du laboratoire Project de l'INSAMAS. De manière générale, nous posons dans le contexte actuel de la crise environnementale et sociale à laquelle nous assistons, donc qui nous pousse à revoir notre façon d'approcher la matière et l'énergie et donc de développer de nouveaux paradigmes pour faire face à cette crise. Pour ce faire dans le milieu de l'architecture, nous proposons d'abandonner la vision
disons, moderne du XXe siècle, d'aller vers une pensée qui est plutôt complexe, qui est basée sur des notions comme la reliance ou la médiance, de passer de la notion de territoire, par exemple, aux notions de biorégion ou de milieu, de manière générale, pour voir la réalité en intégrant la complexité. Parce que ce n'est qu'en intégrant la complexité qu'on peut remettre en lien l'ensemble des êtres vivants, y compris l'homme qui fait partie des êtres vivants, et ne plus se placer comme en dehors de tout ça, et donc ne pas avoir une vision extractiviste et surplombante de la réalité. Dans ce cadre, donc, le milieu, il nous donne des ressources pour l'architecture, le milieu dont nous faisons partie. Dans ce milieu, nous avons des ressources, et c'est à partir de ces ressources que sont issues les matières, qu'on peut orthographier aussi matière pour rappeler le lien avec notre Terre, et y compris parmi les ressources, il y a non seulement les matières, mais également le climat. À partir de ça, nous avons développé un inventaire dont la finalité est d'aider le projet, en fait, d'aider les architectes et tous ceux qui travaillent dans le milieu de la construction à faire projet. Donc, si à partir de là, notre inventaire, il considère donc le climat et les énergies naturelles, donc le soleil, le vent, l'eau, la biomasse. Ensuite, à partir de ces ressources, nous avons des matières de construction comme les fibres, le bois, la pierre ou la terre, qui sont mis en œuvre à travers des savoir-faire, donc par exemple, c'est assembler, etc., et qui donnent lieu à des architectures qui sont en lien avec leur milieu et les modes de vie qui sont liés. Donc, nous nous basons sur une enquête sur l'architecture rurale française, mais aujourd'hui, nous allons plutôt détailler la partie liée au climat. Et là, je laisse la parole à Jean. Oui, bonjour à tous et à tous. Comme l'a dit Chiara, la question était inventorier quoi et inventorier quoi en tant que ressource. Donc, on s'est posé la question comment pouvoir inventorier les ressources locales et tout en pensant le climat en tant que ressource locale. On fait un petit pas de côté pour comprendre en quoi le climat peut être une ressource et en quoi il peut être exploité, en quoi peut nous accompagner dans les choix bioclimatiques de notre architecture. Est-ce que quelqu'un a le micro ouvert? Est-ce que Christian, tu peux éteindre? Merci. En quoi le climat peut être une ressource et non seulement avec une posture, disons, 20e siècle, dans laquelle on s'est positionné face au climat et non avec le climat. En premier lieu, on inventorier quoi? On a dit, comme elle a dit Chiara, inventorier son milieu, ça veut dire aussi inventorier les climats du milieu dans lesquels on peut, sur lesquels on peut se relier, se confronter pour faire avec et non pas faire contre. C'est là dans notre climat, effectivement en RDC c'est un peu différent. Chez nous, le climat il est en ressource, mais il est en ressource ambivalente parce qu'on a un climat. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut Est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Attends, je... non, parce que je n'ai pas... Est-ce que l'ordinateur Samsung peut couper son micro, s'il vous plaît? Alors, attendez, excusez-moi, je coupe la présentation pour pouvoir couper le micro. Est-ce que tout le monde peut couper son micro, s'il vous plaît? Une personne qui est connectée avec un Samsung qui fait énormément de... Mais moi, je pense que vous avez la possibilité de le faire directement, faites-le, hein, parce que il y a beaucoup qui ne se rendent pas compte, je pense. Ok. Bon, j'ai désactivé tous les sons, je suis désolé, mais c'est un peu pas très gentil.
mais c'était la seule manière où on pouvait s'entendre. Bon, après cette... ok. Désolé, je reviens à vous. Donc, on parle de l'idée du climat en tant que ressource ambivalente, donc avec toutes ces contradictions. Dans un climat méditerranéen, on souhaite le climat sur les milieux sur lesquels on travaille notre projet de recherche, c'est un milieu méditerranéen. On est donc dans une posture dans laquelle, d'un côté, on va se protéger des sources de chauffe et de l'autre côté, du froid en hiver. Donc, c'est ce qui rend un peu compliqué les climats dans nos régions, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Cela nous pose dans la situation déjà de se poser la question de qu'est-ce que c'est les climats. Les climats, étant donné dans les fichiers météo qu'on peut retrouver, c'est un état du milieu dans lequel on se retrouve, mais en tant qu'état, donc on connaît les atlas solaires par exemple, ça c'est la région d'atlas solaire de la région sud. En tant qu'état, il est très difficile pour un architecte se positionner en conception architecturale avec les climats. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, lire cette carte qui est très belle, mais qui ne donne pas forcément des informations valables pour notre objectif qui est d'introduire les climats en tant que ressource du projet. C'est pour cela qu'on a réussi effectivement à cartographier certaines caractéristiques du climat. On est parti des données du ministère de l'écologie, de la transition écologique, français, qui donne des données météo à pas journalier et sur des stations tous les 8 km, sur 8, donc sur un maillage assez fin. Et on arrive quand même, on commence à avoir des informations qui peuvent être utilisées par les architectes, comme les degrés journifiés, les DGU. C'est des informations qui déterminent la rigidité du climat. Et on arrive à les avoir sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'avec les données qu'on a, on peut aller chercher les données à partir de 1951 jusqu'à, avec des projections suivant les projections du GIEC, jusqu'à 2100. Par contre, on est face à une posture culturelle qui était celle de l'architecture du XXe siècle, où l'architecte, ça c'est une image du film Mon oncle, que je trouve qui est génial, où l'architecture, elle se positionne face à un climat, elle ne se positionne pas avec les climats, et l'architecture devient presque spectacle d'elle-même. Dans le XXe siècle, la qualité de l'architecture elle était définie par la qualité des ambiances artificielles intérieures qu'on avait arrivé automatiser et gérer. Donc, on parle des domotiques, on parle des chauffages, on parle des publicités du XXe siècle jusqu'à la caricature totale de Jacques Tati sur la maison qui devient un spectacle fin en soi, spectacle d'elle-même. Dans cela, bien sûr, après la crise pétrolière de 73, naissent celles qu'on a définies les utopies climatiques, Rouillard, définies comme ça. Donc, on commence à se retrouver, le monde découvre que son puits d'énergie, il n'est pas sans fin, et il découvre qu'il faut faire avec. Donc, ils en commencent des architectures utopistes, de la conception bioclimatique, les maisons solaires, les airships, et ainsi de suite. Dans ces cas-là, nous, on se positionne entre tout ça, et on se pose la question dans quoi le climat peut être une ressource. Et à ce moment-là, on s'est dit que peut-être le bon milieu pour trouver le climat en tant que ressource, c'est de définir des stratégies. C'est là que l'architecte peut conçoit son architecture dans l'idée de la stratégie en tant que compromis entre tous les entrants de l'architecture. Donc, à ce moment-là, évidemment, il y a l'architecture, il y a l'humain, l'habitant, il y a les milieux qui nous parlent, les climats, ce qui rassemble un peu tout ça. Ça peut être la stratégie face à laquelle l'architecte arrive à faire avec tous ces entrants dans sa sensibilité et dans ses postures face à ses compromis. Évidemment, chaque architecte, il a sa façon de faire son architecture et sa hiérarchisation, elle change par rapport à sa sensibilité. C'est là évident. Mais nous, on veut se positionner dans l'idée de pouvoir faire avec, donc avec ces stratégies. Faire avec, ça veut dire comprendre les climats, donc comprendre quelles sont les potentielles stratégies
pour améliorer le confort des usagers. Donc là, vous avez les diagrammes de l'air humide des Givoni avec la zone de confort, c'est la zone pointillée au milieu. On fait un peu de bioclimatisme d'école, désolé, mais c'est nécessaire pour comprendre. Et avec les potentiels d'amélioration de la zone de confort à travers des stratégies. Donc, ces stratégies qui peuvent être la ventilation nocturne qu'on voit ici. Je passe avec la souris, je ne sais pas si vous la voyez. Sinon, je prends mon stylet. Donc, la ventilation, pardon, avec la souris. La ventilation nocturne avec la charge de l'inertie thermique. La ventilation naturelle qui est efficace dans des milieux plutôt chauds et humides, et ainsi de suite. Donc, le diagramme de l'air humide, tout le monde le connaît. Ça, c'est les courbes, c'est les taux d'humidité relative. Et en bas, vous avez les températures. Là, c'est un grand classique de l'architecture bioclimatique. Évidemment, tout ça n'était pas du tout l'objectif de l'architecture du XXe siècle, dans laquelle la publicité, c'est un grand classique, à part disons, les messages un peu genrés qu'on peut trouver dedans. On trouve aussi un peu des messages par rapport au bioclimatisme. On voit très bien dehors il neige, le monsieur peut lire tranquillement son journal assis, la dame pour faire la vaisselle, elle a son eau chaude, les ambiances sont garanties et les enfants ils sont contents et ils dorment bien. On n'est plus dans ça, j'espère, au moins. Et on va changer un petit peu la posture aussi, non seulement sociétale, mais aussi climatique, face au climat. Et on n'est plus dans une part faire contre. Et on a commencé depuis les années 50 à utiliser des données climatiques, non plus seulement pour faire contre, parce que dans les années 50, pourquoi? C'était la science du climat, elle s'est développée pendant la guerre pour des motifs très, très évidents. Hein. Il s'est développé parce qu'il fallait prévoir les jours où il était plus facile de bombarder. C'est méchant, c'est horrible à dire, mais c'était l'histoire du climat, de la prise en compte du climat vient de ces contraintes techniques horribles. Et bon, bref, et à partir de là, on s'est aperçu qu'en faisant avec, on peut faire un peu d'économie de tout ce qui est la consommation du bioclimatisme et du climat. Alors, pardon, je me suis un peu perdu. Faire avec comment? En fait, parmi les théories du confort, c'est ce qu'il faut garantir, c'est les conforts des usagers. Dans la publicité que vous avez vue tout à l'heure, c'est là. L'objectif était de dire, dans l'immeuble que vous allez acheter, le confort est garanti par des dispositifs artificiels. Donc, le climat intérieur, les ambiances intérieures étaient garanties par des dispositifs artificiels. Aujourd'hui, on se positionne dans une idée de confort adaptatif dans lequel non seulement effectivement il y a une prise en compte du confort, mais le confort il est rapporté au climat extérieur et la capacité du corps humain est aussi de s'adapter avec les limites évidemment au climat extérieur. Par contre, pour pouvoir s'adapter, le corps humain, il a besoin d'être en liaison, en reliance avec ce fameux climat extérieur. Donc, la liaison et la reliance, là, ça rentre en jeu l'architecte. Évidemment, les températures de confort ne sont pas les mêmes si on n'a pas la capacité de se relier au climat extérieur. Et se relier, ça ne veut pas seulement dire pouvoir s'habiller de manière adaptée, mais ça veut aussi dire, donc déjà, on évite les vestes et cravates en plein été à 30 degrés parce qu'on aura besoin de plus de fraîcheur derrière, mais ça veut dire aussi pouvoir manipuler les dispositifs de fermeture par rapport à l'extérieur. On a vu que dans des bâtiments, avec des petites mains votes, ils ont vu que dans des bâtiments dans lesquels on n'a pas accès aux dispositifs d'ouverture et on n'a donc pas de liaison avec les climats extérieurs, la température de confort elle va se stabiliser un peu partout dans le monde entre 22, 25, 22, 24 entre été et hiver. Donc en fait, on est toujours à la même température, on est toujours habillé pareil parce qu'il y a une clim ou une machine qui nous chauffe et qui garantit le confort. Quand au contraire, on arrive à être relié physiquement au climat extérieur, ces températures, ils ont une plage beaucoup plus large. Donc, on peut arriver à 26, 28 avec une bonne ventilation et être toujours en sensation de confort. De ça viennent, comme on a dit, le développement de ces utopies bioclimatiques et d'une attention au climat extérieur qu'Alexandrov, déjà en 82, définissait un empirisme attentif
des habitants des maisons, entre guillemets, vernaculaires, ou en tout cas reliées fortement au climat extérieur. Ça, c'est un exemple d'Earthsheet, mais bon, c'est des années 70, des maisons solaires. Cet empirisme attentif vient bien sûr de l'expérientiel et de la capacité du corps à adapter sa posture face à un milieu extérieur. Donc, notre objectif est entre guillemets, porter sur ces questions-là. Donc, inventorier comment, et maintenant je sors du partage de la présentation, pardon, et on passe sur qu'est-ce qu'on a fait. Notre objectif a été de transformer les données entrantes climatiques dans des données qu'on pouvait partager avec les plus grands nombres. Donc, dans ce sens-là, on a créé une plateforme web qui est en ligne, dont vous voyez l'URL ici, et qui n'est pas encore complète. Je le dis au cas où quelqu'un s'est connecté. Je vous passe l'URL dans la discussion. Elle n'est pas encore complète, mais elle est déjà utilisable en bonne partie déjà pour la cartographie, par exemple. Donc, on a cartographié nos régions, notre région française du Sud, avec un peu plus large. On l'a pris en considération à travers son épaisseur, les biorégions. Donc, on a essayé de créer un espèce de, entre guillemets, jeu sérieux dans lequel les usagers du site Internet ils peuvent voir les bassins versants, les températures moyennes se superposer jusqu'à faire ressortir des zones relativement homogènes. Alors, chacun peut décider d'utiliser, de prioriser un entrant plutôt qu'un autre pour arriver à trouver des zones homogènes de sa propre biorégion. À partir de là, on a décidé de cartographier les ressources existantes, les ressources géosourcées. Pour ce qui concerne les ressources géosourcées, on est parti des cartographies du BRGM, à travers lesquelles, là, on voit la région. Bon, c'est en données, quand on zoome, on voit que les données, les profondeurs de regard, ça augmente, donc on a plus d'informations. C'est ce qui était difficile pour le mettre sur Internet, c'est qu'on ne voulait pas une donnée statique du type raster, mais on voulait une donnée SIG, clairement SIG, comme celle qu'elle a décrite tout à l'heure. Donc en fait, quand on clique sur les surfaces, on peut, comme je vous disais, il n'est pas complet, il manque encore les fiches de toutes les matières, la partie plus textuelle, mais on peut cliquer sur la pierre et arriver, par exemple, à la fiche de la pierre. Est-ce que j'arrive à trouver là? Est-ce que tu peux? Là. À partir de là, on peut voir pas seulement la matière en tant qu'état, la lithologie, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec. Parce que pour l'architecte, pour concevoir, c'est ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a autour de soi, mais non pas en ce qui concerne la qualité de la matière. C'est très intéressant de savoir que c'est du calcaire plutôt que de la pierre métamorphique, comme on a par exemple ici, mais c'est plus intéressant de savoir que ça, c'est de la pierre que je vais utiliser comme pierre litée pour faire de la peinture, par exemple, et ça, c'est du calcaire dur, par exemple, dans lequel je peux faire de la pierre dure. Et quand on clique dessus, bien sûr, on a encore la description géologique de la matière qu'on avait, et on peut accéder à la fiche des matériaux. La même chose, on l'a fait, bien sûr, on fait apparaître les carrières ouvertes et fermées au cas où on a besoin d'aller chercher la pierre en carrière. La même chose, on l'a fait pour ce qui concerne les forêts, dans lesquelles on a aussi mis en avant l'état de la forêt, donc feuillus résineux, les essences, par exemple. Qu'est-ce que c'est les différentes couleurs? C'est les différents types d'essences. Entre feuillus qui sont plutôt en couleur marron et vert, c'est les essences plutôt résineux. La forme du tronc, qui est fondamentale pour l'utilisation, mais c'est toujours un état de la forêt, donc plutôt tortueux ou plutôt droit, comme on peut voir dans le sud de la France, c'est plutôt des essences au tronc tortueux, ce qui donne une influence très forte pour ce qui est la conception architecturale, parce qu'il faudra se baser plutôt sur d'usage des charpentes collaborantes, par exemple, charpentes japonaises, coréennes, et ainsi de suite, pour pouvoir avoir des portées plus importantes. Mais on a aussi cherché de trouver les potentiels. C'est ce qui peut être utilisé en bois d'œuvre.
sachant que les bois d'œuvre qu'on a identifiés, ce n'est pas les bois d'œuvre qu'on a en normative aujourd'hui, qui est très limité à 3 ou 4, quelque peu d'essence, mais c'est plutôt le bois d'œuvre qui était utilisé dans l'architecture vernaculaire. Et si on peut utiliser ces bois en extérieur ou pas. La même chose, on l'a fait pour les cultures. Désolé, je vais faire un peu vite parce que sinon on va pas finir de voir les climats, mais ce qui était les centrales dans notre présentation d'aujourd'hui. Donc les cultures, comme vous pouvez voir, c'est la même chose. On a un état, on a un potentiel dans lequel on peut faire ressortir les modules matière. Donc comment on extrait les déchets agricoles qui peuvent être utilisés dans la construction. Donc, on a la matière qui peut être de la paille, de la balle, de la fibre, ou alors un module matériau, c'est-à-dire comment cette matière peut être utilisée sur les chantiers. Donc, on a de la gerbe, on a de la botte, toujours, bien sûr, ou du vrac, si on veut isoler avec de la paille en vrac, ou éventuellement des panneaux s'il y a des matériaux qui se prêtent à être utilisés en matériau. En parallèle de tout ça, on a après, j'arrive au climat en dernier. On a mis en avant des architectures. Donc, on a fait travailler les étudiants, comme elle vous a dit tout à l'heure, Chiara, sur l'analyse et les redessins et les maquettages des architectures vernaculaires qui appartiennent à la fameuse enquête rurale, enquête pour l'architecture rurale 1425. C'est une enquête qui a démarré dans les années 40 et il a fait des relevés des architectures rurales de toute la France d'ailleurs. Et donc, si par exemple on clique sur un bâtiment, alors je vous montre celui-ci parce qu'on l'a rempli, les autres ne sont pas encore complètement remplis, les fichiers des bâtiments, on les a, mais on doit encore le mettre sur le web. Les sites viennent d'être fin novembre, ils viennent d'être mis en ligne en fin novembre et maintenant on doit le remplir. Donc, c'est juste une avant-première. Donc, dans tout ça, les bâtiments avec les étudiants, il a été redessiné dans ces plans, coupe, façade. Ça, c'est la cabane des gardiens en Camargue. Ils ont été créés des maquettes à différentes échelles. Je vous montre, par exemple, la maquette des sites en plâtre. Il y a les photos de la cabane des gardiens, évidemment. Et après, ils ont été créés des plans de détail à partir de l'enquête. Les étudiants, ils l'ont complètement redessiné, des plans de détail de comment les bâtiments étaient construits. Et elles ont été créées des maquettes homologiques, des maquettes de matériaux faites avec les mêmes matériaux, avec une contrainte à moins qui est les contraintes du poids d'ailleurs de la matière, effectivement, mais c'est des maquettes à grande échelle dans lesquelles les étudiants, ils ont essayé de reproduire les gestes, actions qui permettaient de reproduire les savoir-faire. Comment ils ont reproduit ces gestes, actions? C'est à travers ce qu'on appelle des chaînes opératoires, on ne les appelle pas nous, c'est une stratégie qui a été entre guillemets normée, ou en tout cas décrite par des méthodologies qui apparaissent surtout en archéologie, anthropologie expérimentale. Et dans notre cas, on a utilisé la méthode de Leroy-Gourand, qui était un anthropologue qui a travaillé surtout sur les questions des... oui, j'essaie de faire vite, retourner au climat, pardon. Sur les questions de la reproduction des outils préhistoriques. Donc, la recherche-action prévoit qu'il est reproduit d'abord en dessin les gestes pour passer de la matière à l'extraction de la matière. Donc, à l'occasion, c'est les roseaux qui est géré et qui est coupé, embrassé, réuni. Trois brassées sont réunis dans une botte, nettoyés, ligotés et ramenés sur place. Et après, les gestes, actions qui permettent à la matière de devenir matériau. Donc, les bottes, elles sont ouvertes, elles sont rattachées à manon et cousues sur la toiture jusqu'à obtenir, donc, on a dit, la maquette homologique que vous avez vue tout à l'heure en couple. Et j'arrête avec l'architecture et je reviens plutôt à la question du climat. Dans tout ça, on voulait donner, comme on a dit tout à l'heure, en quoi l'architecte peut utiliser les stratégies climatiques. Pardon, je vais un peu vite là-dessus parce que je suis un peu en retard.
Donc, les climats en tant qu'état, à nouveau, on peut avoir la pluviométrie en 2020, donc aujourd'hui, en 1950, 2050, 2100. Et donc, toutes ces données, on peut les avoir avec des projections suivant les indications du GIEC. On peut avoir des températures moyennes, mais comme on a disait tout à l'heure, pour l'architecte, c'est difficile d'utiliser les températures moyennes comme un outil architectural, donc c'est un état climatique. Par contre, on peut avoir les nombres de jours où la température dépasse les 28 degrés, par exemple. Ben là, c'est déjà une information plus intéressante. J'enlève, bon, je garde la petite architecture, parce qu'on peut voir que ben, en 1950, les nombres de jours où on dépassait les 28 degrés ne dépassaient pas les 70 dans la Carpentras, qui est la zone un peu plus chaude, parce qu'il est un peu dans l'intérieur, dans les terres. Mais la même chose, si on va jusqu'en 2100, ben, on monte à 100 jours. Donc, on a les doubles des jours où la température maximale dépasse les 28 degrés. Ça veut dire qu'on a un peu un problème de surchauffe pendant plus que 3 mois par an. Ça comme projection, sachant qu'on est dans une projection GIEC plutôt gentille parce qu'on a utilisé un RCP de 4,5, à savoir que l'RCP, c'est la quantité de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Et c'était plutôt optimiste. Aujourd'hui, on pense plutôt à augmenter ces prévisions, sévériser ces prévisions. Et on va passer à, par exemple, les potentiels bioclimatiques. Donc, on parlait de bioclimatisme tout à l'heure. Qui regarde notre site peut voir aussi, on a repris la carte des Givoni que vous avez vue tout à l'heure. On a réussi, à travers un peu de manipulations et des équations un peu complexes, de voir le nombre de jours où les stratégies proposées par Givoni bioclimatiques, elles sont efficaces dans un déterminé climat et on a réussi à les cartographier. Les cartographier, ça veut dire comprendre quel est le pourcentage de jours dans lesquels la stratégie bioclimatique pourrait fonctionner. Ça veut dire, par exemple, si on est sur de la ventilation nocturne avec exposition de l'inertie thermique, ben, en 2020, on a des résultats plutôt confortants pour tout ce qui regarde un peu toute la France, parce qu'on est à 80%, là où c'est plus clair, c'est entre 70 et 95%. Effectivement, il y a une dégradation de cette stratégie en allant vers les 2100 parce que ben, on a une réduction jusqu'à 50% dans la vallée du Rhône de l'efficacité pour des questions d'humidité spécifique qui est compliquée à gérer avec la ventilation nocturne et de vitesse du vent. Et après, de la même manière, on peut voir, alors on n'a pas encore fini de tout cartographier les stratégies des Givoni sur le territoire, on en a mis que 2 pour le moment. La ventilation naturelle, qui elle est effectivement un peu moins efficace que la ventilation nocturne, mais dans les zones humides, elle est quand même toujours efficace. Donc, on a là aussi, on peut le voir quand même dans plusieurs années. Ça veut dire que dans ces sites Internet, on a essayé d'intégrer les ressources présentes dans notre milieu, les stratégies avec lesquelles l'architecte peut se confronter à son besoin architectural, à ce milieu. Donc, on peut faire avec quoi? On devrait faire comment pour être le plus de temps possible en confort avec de telles ressources. On a cartographié des architectures à travers un travail de recherche sur la manière dont elles étaient faites, non pas pour louer une architecture vernaculaire qui a été faite pour des besoins qui étaient celles d'une ruralité qui n'existe plus, mais on les a cartographiés pour ressortir les manières dont sont des exemples de mise en œuvre, tout simplement, d'une matériau qui était présente sur les territoires à l'époque où elles en étaient faites. Donc, c'est juste pour dire, à l'époque, on faisait comme ça, avec cette matière et ces matériaux, pour pouvoir aujourd'hui se confronter avec cette matière et ces matériaux et éventuellement voir comment on peut trouver un dessin et un rapport au milieu plus contemporain face à cette confrontation. Donc, on essaie de cartographier ça. Donc, on a dit les savoir-faire, comme on a montré Chiara tout à l'heure, qui ont un exemple de mise en œuvre, un milieu climatique et un milieu ressources et la présence sur le territoire des forêts et des champs cultivés qui permettent d'avoir de la matière pour faire avec ce qu'on a. Évidemment, dans une proposition plutôt bottom-up et pas d'extraction massive de la matière,
Donc, dans une posture plutôt ascendante de la cueillette au lieu de l'extraction, si on veut la définir de cette manière. Ben, je pense que c'est tout. Chiara, tu veux rajouter quelque chose? C'est bon. Bon, en fait, l'idée était effectivement de donner quelque chose de circulaire. J'ai oublié juste de dire une chose. Dans l'idée cartographique de ces sites Internet, comme on a vu tout à l'heure, on peut passer de l'architecture à la carte et c'est encore pas encore installé complètement. On pourra passer derrière de la carte au bâtiment, à l'architecture, dans une vision circulaire qui est la vision typique, classique de l'architecte, pour laquelle la conception est une posture qui a une certaine circularité et elle peut faire des allers-retours entre les différents entrants. Et les différentes échelles, pardon. Très bien. Oui, parfaitement. Effectivement, les différentes échelles, comme on a vu, au fur et à mesure qu'on zoome les cartes de la donnée géologique notamment, elles augmentent des définitions. Et on peut évidemment superposer les cartes et on peut les interroger de manière superposée. Donc là aussi, c'est un entrant des mélanges d'informations. Et bon, le site, il n'est pas encore complet parce qu'on demande encore à augmenter l'expérience de l'usager avec la possibilité de créer des users et de créer des parcours. Et si un jour on pourra lui donner un fonctionnement wiki, c'est-à-dire avec des possibilités des usagers de corriger ou de nous faire signaler des informations. Je pense que c'est tout. Ouais. D'ailleurs, désolé, j'ai un peu débordé. Merci aux 4 intervenants pour leurs 2 présentations très très riches qui finalement, j'allais dire, participent à nos réflexions communes autour de cette question de situation en architecture. Alors là, c'était, j'allais dire, on a presque fait le grand écart du contexte tropical au contexte tempéré, mais finalement pas tant, parce que si on regarde un peu les travaux des historiens de l'environnement comme Jean-Baptiste Christos ou Fabien Locher, ils nous rappellent bien qu'on peut notamment situer le début du changement climatique avec au XVe siècle, avec tout le contexte de colonialité et de modernité, où finalement les colons espagnols ont cherché à tempérer le climat tropical en Amérique du Sud. Donc finalement, on a presque le lien là entre les deux. On a vu aussi un espèce de passage aussi des architectures iconiques, coloniales, patrimonialisées aux constructions locales, plutôt vernaculaires en contexte tempéré méditerranéen. Et puis, on a vu comment vous explorez les quatre, finalement, les 2 groupes de recherche, des notions théoriques. On est passé du climat au bioclimatique, à la biorégion, qui permet aussi de dépasser, de re-questionner ou de remettre en question les limites administratives. On a vu sur votre carte, vous intégrez Montpellier, des choses comme ça, qui ne sont pas dans les limites administratives de la région sud. En tout cas, les limites administratives en France, mais ça peut, je pense, faire pareil dans d'autres contextes. Et tout ça en utilisant l'outil numérique pour capitaliser, pour valoriser, et dans votre cas, pour diffuser finalement ces informations et les rendre accessibles à un plus grand nombre, parce que si j'ai bien compris, l'idée c'est quand même que ce site soit utilisé autant par des professionnels que par des habitants ou par le milieu de la recherche. Donc je vais m'arrêter là parce que moi je parle beaucoup. Je reprends le fil de la discussion. Je ne sais pas si je peux le voir en fait. Voilà, je crois que c'est là. Pour reprendre les questions au fur et à mesure et après peut-être que là on a en 45 minutes environ pour échanger s'il y en a qui ont des questions Yves, la parole est à toi. Oui, tout à fait. Je réallume caméra et micro. Bonjour à tous. J'avais une question pour le dernier exposé, donc pour Gianluca, dont je remercie la clarté du propos. C'est juste une petite question technique. Les bâtiments qui sont relevés et indiqués sur la carte, comme l'exemple de la cabane en Camargue, ce sont des bâtiments qui existent encore aujourd'hui, ou bien pas forcément. Pas forcément. C'est ça que je voulais savoir. Parce que comme l'inventaire datait d'il y a un certain temps, je voulais savoir s'il y avait eu une sorte de réactualisation ou pas. Parce qu'il y a des régions parfois que je connais mieux que d'autres et je me disais que c'est peut-être des bâtiments qui pouvaient éventuellement avoir disparu ou être dans un mauvais état de conservation. Ben, en fait, d'une part, un certain nombre. Alors, le AR a été réactualisé dans les années 80.
pour donner suite à des expositions et des publications qui sont très connues dans le milieu architectural, des publications en Provence, Dauphiné. Vous voyez les livres, les grands livres blancs. Alors maintenant, je n'ai pas la photo de la couverture de ces publications, mais elles sont assez connues. Par contre, effectivement, on a demandé aux étudiants qui ont fait des relevés d'essayer de retrouver la position du bâtiment en question. Dans certains cas, c'était des bâtiments qu'on avait choisis exprès parce que c'était des bâtiments, par exemple, en roseau, en paille, la cabane des pêcheurs dans la région de Montpellier, ainsi de suite. Bon, ça, évidemment, c'est parti, hein, il n'existe plus. Qu'on avait choisi parce qu'il y avait des mises en œuvre qui étaient intéressantes, des bâtiments en canne, des mises en œuvre de la canne de Provence utilisées comme matériau de construction, qui nous on a utilisé parce qu'ils étaient intéressants du point de vue de révéler de l'usage d'un matériau qui n'est plus utilisé et qui est une ressource locale non cultivée. Et après, par contre, d'autres bâtiments, effectivement, on les a retrouvés, à certains transformés, d'autres non, et on a essayé de les géolocaliser avec les petits points que vous voyez. Donc, certains points, effectivement, ils tombent exactement sur les bâtiments qui existent dans l'ER. D'autres tombent plutôt sur la commune parce qu'on n'a pas retrouvé exactement les bâtiments. Parce qu'on le retrouvait, il y avait des petites cartes dans l'ER. Et même pour certains bâtiments, il y a des étudiants qui ont pu aller les visiter aujourd'hui, prendre en photo, donc on a pu intégrer aussi les photos d'aujourd'hui. Pour finir, juste, il y a certains bâtiments assez exemplaires qu'on a trouvés, nous, et non pas sur l'ER, déjà par d'autres publications, mais aussi sur d'autres choses de bouche à l'oreille. Notamment, on a trouvé des bâtiments empisés dans les Var, sachant que tout le monde nous disait qu'il n'existe pas de bâtiments empisés dans les Var. Et c'était un status quo pour la culture de la matérialité ici. Et en fait, non, on a trouvé des bâtiments empisés dans les Var qui ont été relevés à travers la méthode qui était explicitée dans l'ER, parce que l'ER, même si il n'était pas un travail entre guillemets scientifique dans ces termes, il y avait quand même tout un protocole de relever des bâtiments qui permettait de reproduire les mêmes méthodes de relevé sur des bâtiments qui peut-être n'étaient pas encore là. Donc, on a effectivement permis à des étudiants de faire un relevé à l'identique de relevé de l'ER, avec des outils aujourd'hui, bien sûr, contemporains, et qui a été donc intégré au bâtiment qui était dans l'ER. Merci. Oui, mais merci beaucoup. J'avais une deuxième question ou remarque que si Madame la modératrice me permet. Tout à fait. Donc c'est une question, une remarque en même temps, une question-remarque que j'adresse à mes amis et collègues de l'Université Congo à Bazagungu et notamment à Christian par rapport à son exposé. L'accent est mis à travers l'exposé sur la dimension coloniale et on essaie de mesurer un certain nombre de questions, je dirais, climatiques. En même temps, Christian, le bâti aujourd'hui qui est là, même s'il est d'origine coloniale et même s'il est encore relativement bien conservé par rapport à d'autres régions du Congo, et ça fait toute l'exceptionnalité, je dirais, de ce quartier Noki à Bazagungu, il n'empêche que pour beaucoup de bâtiments, et je pense notamment les bâtiments métalliques, ce sont des bâtiments qui restent en mauvais état et leur système, je dirais, de climatisation naturelle, les doubles toitures, etc., sont fameusement endommagés. Donc, dans un certain sens, ce qu'on mesure, ce n'est pas l'intention architecturale de maîtrise du climat propre à l'époque coloniale, mais on prend des mesures sur une situation dégradée actuelle. Ce qui me fait dire que si l'intention initiale relève, je dirais, allez, globalement de ce qu'on pourrait appeler le modernisme tropical dans une acception très large, ce qu'on mesure réellement, c'est autre chose. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi à réfléchir à ça, sans compter que lorsque l'on voit les cartes postales de l'époque coloniale du quartier Inoki, il y a par exemple très très peu de végétation et assez curieusement, la végétation s'est plutôt enrichie aujourd'hui parce qu'il y a une espèce de volonté de tabula rasa en faisant un espace assez, je dirais, vierge de toute végétation pouvant accueillir des serpents, je ne sais quelle bestiole indésirable. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus boisé. Donc, il
il y a des variables, à mon avis, qu'il faut mieux maîtriser, ou enfin, en tout cas, sur lesquelles il serait intéressant de réfléchir. Mais je pense que c'est un travail très intéressant que l'Université Congo initie. C'est un début. Et je ne suis pas sûr qu'il y a des travaux comparables en RDC sur l'étendue de ce gigantesque pays. Donc, quelque part, je vous félicite d'entamer ce type de recherche avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir quand on fait des recherches de terrain en RDC. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou pas, mais mes amis et collègues de l'UQA. Mais j'en ai terminé. Merci Yves. Est-ce que Mylène ou Christian, vous voulez réagir? Non, il y a vraiment pas une réaction particulière, mais donc je prends en compte la remarque de Yves et en même temps juste appuyer avec un petit commentaire, c'est ce que l'idée derrière ça, effectivement, il y a dans certains bâtiments, il y a effectivement des situations qui peuvent ressembler voilà, à la dégradation de l'état de certains bâtiments. Mais par rapport à ce travail, toutes ces informations, justement, la finalité, c'est qu'elles puissent enrichir les résultats que nous voulons obtenir. Si au départ, on se rend compte de, de, de la capacité ou de la performance thermique, qu'elle soit meilleure ou mauvaise d'un bâtiment, à la suite, nous allons vouloir creuser pour savoir justement qu'est-ce qui fait que ce bâtiment ici ait une meilleure performance par rapport à tel autre. Peut-être ça peut être, comme vous dites, la dégradation de l'état ou une toiture qui n'est plus en bon état. Donc, ce sont des informations que nous allons justement capitaliser pour nous permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Donc, je pense que votre remarque sera bien prise en compte pour la suite de ce travail. Merci. Merci Christian. Mylène, tu veux compléter? Moi, je voulais compléter une chose parce que c'est parce que j'ai pas présenté ça. Normalement, dans le cours d'architecture coloniale et patrimoine, donc moi, je m'occupe beaucoup plus de tous les exercices qu'il faut donner aux étudiants. On a aussi déjà travaillé, en fait, on a déjà travaillé avec une année, une promotion, pardon, c'est ce que j'allais dire, sur les bâtiments à structure métallique et on a vraiment relevé toutes les pathologies de l'habitat. Vraiment, on a vraiment travaillé sur cette question, mais beaucoup plus avec le cours d'architecture coloniale. Donc, je pense que c'est aussi des éléments comme ça qu'on va essayer de travailler avec les laboratoires SIC parce que c'est depuis l'année passée qu'on a commencé maintenant à associer le laboratoire SIG pour accompagner tous les exercices pour le cours de l'architecture coloniale et patrimoine. Donc, les éléments y sont, mais on va encore beaucoup plus enrichir là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Peut-être en complément aussi de vos réflexions. Alors, CM a écrit dans le fil de la discussion, je vous lis juste concernant l'architecture tropicale, la personne nous invite à voir Antoine Perrault, qui est architecte de l'agence Lab Réunion et qui est enseignant également à l'ENSA La Réunion et qui étudie beaucoup l'architecture coloniale. Il fait des recherches et il fabrique des datas qui sont analysées, etc., voir notamment son intervention. Donc, il y a une intervention sur YouTube. Donc, la personne a mis le lien sur le fil de la discussion. Et Antoine Perrault a également il a participé à la Biennale internationale d'architecture tropicale il y a 2 ans à La Réunion, donc en 2022. Et normalement, le catalogue de la Biennale est disponible sur le site de l'ENSA La Réunion. Donc, c'est possible de consulter son intervention où effectivement, il parle de ce travail sur le relevé sur l'architecture tropicale, enfin coloniale tropicale à La Réunion. Je passe la parole à Abdou, qui a levé la main tout à l'heure. Abdou Kelodibo, je vous passe la parole. Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour la parole. Déjà, merci pour les présentations très intéressantes. En fait, j'ai une question par rapport à ce que Christian a présenté tout à l'heure. Concernant en partie ce qu'il vient de dire. Sur la carte, j'ai observé, on regarde bien que
les bâtiments coloniaux, en fait, sont dans la zone, ou du moins les zones relativement chaudes. Est-ce que Abdou, est-ce que vous déjà... pouvez couper la caméra? Désolée, on vous entend très très mal, ça saccade. Alors, vous m'entendez maintenant? Ouais, là on vous entend Bien. bien. Bien, en fait, j'ai une question par rapport à Christian. Sur la carte qu'il a présentée, on observe que les bâtiments coloniaux qui sont en jaune se, se trouvent Oui. dans les zones relativement chaudes. Est-ce qu'on peut conclure que ces bâtiments-là contribuent aux îlots de chaleur dans la ville de Banzagougou? Parce qu'en fait, il n'explique pas. Si oui, quels sont les facteurs au cas où? Parce que je ne sais pas s'il a déjà commenté les résultats. Il a un commentaire par rapport à ça. Ça rejoint un peu en partie ce qu'il vient de dire. Merci. Est-ce que je peux répondre directement? Bien sûr. Oui, donc, monsieur Abdou, je le dis en introduction à ma présentation, c'est que le travail n'est pas encore abouti. Nous sommes encore vraiment tout au début. Mais par rapport à la carte que vous venez de voir, donc, si un commentaire à faire, c'est que par rapport à la température de la surface terrestre telle qu'est présentée, nous allons croiser, donc plus tard, nous allons croiser ces informations aux toitures de chaque bâtiment colonial. Sur la carte, je n'ai présenté qu'une partie des bâtiments, juste pour situer, pour préciser que c'est dans cette zone-là qu'on trouve des bâtiments coloniaux. Mais là, les bâtiments vont au-delà de ce que vous avez vu en jaune. C'est effectivement dans cette zone-là, mais ça va au-delà du nombre que nous avons sélectionné. Donc, ces exemples-là, c'était à titre d'illustration. Alors, de ces analyses vont se dégager deux situations. D'une part, c'est de voir quels sont les bâtiments qui présentent une certaine résilience thermique. Les bâtiments qui présentent une certaine résilience thermique, l'on peut considérer comme des bons élèves qui maintiennent, on va dire, une surface de température plus basse malgré la chaleur extérieure. Et à contrario, on pourrait trouver des bâtiments que l'on qualifierait de vulnérables. C'est des bâtiments qui présenteraient des toitures plus chaudes. Des toitures plus chaudes et donc des bâtiments incapables de résister efficacement à la chaleur. Alors pourquoi? Ben, à ce jour, nous n'avons pas encore la réponse, mais il peut s'agir du fait que ces bâtiments-là reçoivent peut-être le maximum des rayonnements solaires dû, par exemple, à la question des matériaux. Et donc, comme je l'ai dit dans la présentation, ce qui conduit à un travail en parallèle qui est en train d'être fait, c'est fait par les étudiants, c'est de questionner toute la matérialité autour de ces bâtiments, les questions des toitures, les questions de forme des toitures, type de toiture, les murs, épaisseur des murs, tout ça. Parce qu'on peut se dire, c'est un bâtiment vulnérable avec toiture chaude, mais la question c'est pourquoi tout ça. Peut-être qu'il reçoit le maximum de rayonnement solaire qui peut être dû à la géométrie de la toiture, aux matériaux sur la toiture, à l'épaisseur de mur et tout ça. Donc, ce sont des questions auxquelles on tentera de répondre à la suite de ce projet. Merci Christian. J'avais une question justement sur ce point-là parce que il me semble que vous utilisez les données sur la température des surfaces pour avoir la température des surfaces, température satellitaire des surfaces pour avoir les données sur la température des toitures. C'est des données, sauf erreur de ma part, qui sont relevées en période chaude, en ciel découvert. Et du coup, en fait, oui, vous avez des grands rayonnements vers le ciel, des toitures qui dépendent beaucoup de la capacité du matériel et de la couleur de du matériau en toiture. Donc, si vous avez une toiture en tôle noire pour caricaturer, elle pourra monter à 70-90 degrés, même carrément.
Par contre, c'est pas pour autant qu'à l'intérieur de la maison, vous avez la même température. Si c'est une toiture ventilée ou en double toiture, par exemple, ben, en fait, elle fait écran à la surchauffe et c'est pas forcément une mauvaise élève parce que la tôle en toiture, elle a surchauffé. Les écoles de Francis Quéré, par exemple, la tôle en toiture, elle surchauffe, elle est super mal exposée, mais c'est pas pour autant que cette température rayonne vers l'intérieur de la classe qui, elle est à l'ombre sous la double toiture. Donc, je pense qu'effectivement, il faut prendre en compte d'autres entrants sur cette question et aussi sur les questions sur la température ICU que vous avez pris. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les données que vous utilisez pour cette évaluation, dans le sens que je pense que vous utilisez les données Galilée ou je sais pas, en fait, les données internationales qui sont mises en ligne. Alors, j'imagine, je connais pas Baza personnellement, mais j'ai un peu regardé sur Google plutôt que sur OpenStreetMap et avec les petits enfouissements des terrains, je pense que les questions de la température, elles sont fortement liées à une orographie un peu particulière de Mazagungu. Donc, c'est les parties qui ressortent, en fait, ils ont un majeur rayonnement plus important. Les parties qui descendent et qui sont cultivées, sur lesquelles il y a une grosse présence arborée, elles sont des zones à température plus faible. Donc, je pense que effectivement, les températures internationales par satellite risquent de ne pas être très efficaces ou très pertinentes. Il faudrait peut-être faire un peu de relevé sur site pour les étalonner. Je pense que ça pourrait être intéressant quand on sera là. Christian, Oui. est-ce que vous souhaitez Oui, répondre? merci. Oui, merci Gianluca pour vos observations. Bon, ce qui est de données pour l'instant, donc nous sommes partis effectivement des données satellitaires, Landsat, tirées des plateformes américaines. Mais effectivement, quelque part dans la tête, enfin, dans les différentes phases du projet, est prévu ces moments où nous pourrons faire des relevés in situ pour nous rendre compte de la réalité sur terrain et finalement de croiser toutes ces informations. Mais voilà, merci pour votre observation qui me paraît pertinente, effectivement. Merci beaucoup, Christian. Non, c'est parfait. Je me permets d'avoir la parole pour poser une question. Je me demandais, parce que là, vous avez entamé un travail sur essentiellement les architectures ou les bâtiments coloniaux, et je me demandais, est-ce que dans une perspective future, est-ce que vous pensez, j'allais dire, élargir ça à des bâtiments autoconstruits par des habitants avec des matériaux qui soient locaux de toute forme, j'allais dire, de la tôle ondulée, mais aussi peut-être des matériaux plus végétaux, ou est-ce que vraiment vous vous concentrez sur les architectures coloniales du fait d'une inscription, comme disait tout à l'heure Yves Robert, dans une forme de modernisme tropical? Bon, l'architecture coloniale pour nous a constitué juste une porte d'entrée, mais tout à l'heure, pendant la réunion, j'étais en train de discuter en privé avec Dieu merci qui est là, Dieu merci Koutalou. Et donc, je disais que bon, pour ces projets, nous pouvons voir plus tard, comme vous le suggérez, comment prendre en compte effectivement tout ce patrimoine que nous avons en lien avec l'architecture traditionnelle ou tout autre. Donc, nous venons d'en discuter justement avec Dieu merci pour voir comment tenir compte de cette autre forme d'architecture. Merci, Mylène. Donc, oui, vous avez effectivement raison. Donc, nous verrons avec les collègues Mylène, Dieu merci, et Rachel et les autres, comment enrichir ce travail. Mylène, tu veux réagir? Compléter un peu, déglisser un mot. En fait, ces questions aussi d'architecture vernaculaire ou de matériaux locaux et tout, on l'évoque aussi avec les étudiants de première année avec le cours que je donne, l'architecture Congo.
Alors, mais seulement, on n'a pas encore sur ces points-là commencé à travailler avec les laboratoires SIG, donc on va y réfléchir. Mais nous, au niveau de ce cours, on traite déjà ces genres de questions en fait. Mais voilà, on prend en compte et on espère qu'on va bien collaborer avec les labos. Merci. Dieu merci, tu veux réagir? Non, ça va. Enfin oui, je peux te dire un mot rapidement, mais en fait, moi, j'étais aussi en train de réfléchir, on va dire, sur le fait que c'est effectivement très intéressant le travail que Christian, Mylène ont amorcé, sur lesquels sans doute on va tous, enfin moi en particulier, je vais vraiment me greffer là-dedans, parce que ce que je trouve intéressant, c'est justement donc toute la démarche qui est mise en place pour aujourd'hui euh, analyser l'existant, mais moi je prends justement donc entre autres aussi dans le cadre du séminaire ou disons du projet AF sur lequel on parle des questions de la situation. Donc toutes ces analyses ou ces recherches vont permettre davantage d'alimenter un certain nombre d'informations sur les territoires que nous étudions depuis un certain temps, mais aussi donc la finalité plus tard, c'est justement donc de permettre aussi pour les nouvelles constructions qu'on pourrait vouloir ériger justement dans ces mêmes territoires-là, de partir peut-être d'une démarche inverse justement pour arriver à capitaliser cette démarche-là pour pouvoir faire du projet, on va dire même des constructions à neuf au niveau des magasins. Donc c'est là que c'est effectivement intéressant. Donc pour l'instant, on parle de ces bâtiments coloniaux. Enfin, il y en a même euh, d'autres types, avec d'autres types de matériaux, hein. Donc il n'y a pas que ces constructions métalliques en bungalow. Il y en a aussi en béton, en pierre, enfin. Euh, et, euh, et aujourd'hui, donc, comme tu as évoqué, Amel, des, des constructions aujourd'hui utilisées plutôt faites en matériaux de terre notamment. Enfin, ça, on se pose encore la question d'ailleurs sur la question des vernaculaires par rapport à ça, avec les constructions notamment. Et donc, c'est vraiment, ce qui est intéressant dans le travail qui a été amorcé, quoi. Donc, c'est les petits commentaires, je pense, que je voulais faire. Merci Merci. beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque, une question, une réflexion? Mohamed Srir, tu as la parole. Oui, bonjour tout le monde. Mohamed Seyed, je suis enseignant-chercheur à l'école d'architecture d'Alger. Merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire et d'avoir partagé le lien avec nous. Merci beaucoup, Amel. Alors, moi, j'ai deux petites questions. Déjà, je trouve les présentations très intéressantes. Le lien donc avec cette architecture locale et voilà, la conception bioclimatique qui m'intéresse particulièrement en tant qu'architecte, mais également d'enseignant. Moi, je travaille sur les questions aussi de résilience par rapport aux enjeux climatiques. Et ma question pour la première présentation, parmi les outils que vous avez donc utilisés pour évaluer un peu les îlots de chaleur. Vous avez cité aussi la photogrammétrie, donc je voulais savoir c'était pour quel type de résultat. Et ma deuxième question, est-ce que vous intégrez dans vos critères en fait la morphologie du bâti pour le confort intérieur également, et puis la position de ces bâtiments-là, leur orientation, etc. Est-ce que les critères sur la morphologie font également partie de votre corpus euh, d'évaluation? Ma deuxième question, j'avais posé la question sur les solutions constructives traditionnelles. ML avait déjà posé la question, donc merci déjà, j'ai écouté la réponse. Ma question sur la question de patrimonialisation de tout ce qui est bâtiments coloniaux. Donc, je voulais aussi poser cette question. Est-ce que les bâtiments coloniaux au Congo sont classés? Voilà, quel type de classement?
et quels sont les attributs en fait qui font que ces bâtiments sont considérés comme patrimoine. Euh, pour la deuxième présentation, la plateforme aussi m'intéressait beaucoup. Euh, c'est- Moi, j'ai une question sur son architecture en fait. Euh, Première question, bon, j'imagine, hein, c'est un travail colossal déjà de constituer toutes les données, les fiches par élément, par couche, etc., par calque. Je voulais savoir déjà, est-ce que c'est fait dans une visée professionnelle ou purement recherche académique? Et est-ce que vous pensez, ça veut dire dans l'avenir, d'inclure des éléments du marché? Dans le sens, si je peux me positionner comme architecte, voilà, qui veut construire avec des matériaux spécifiques, biosourcés comme la terre crue, etc., est-ce que je vais pouvoir utiliser votre plateforme et aller chercher comme ça des fournisseurs ou voilà, des entreprises là, qui donnent, voilà, qui fabriquent ce type de matériaux ou même du réemploi, par exemple, voilà, de matériaux issus d'autres chantiers. Euh, voilà, donc ma question, c'est un peu par rapport à l'ambition de cette plateforme et puis bravo aussi d'avoir pensé à faire ce type de site euh, voilà, en lien avec tout ce qui est bioclimatique. Merci beaucoup. Merci Mohamed. Je donne la parole peut-être d'abord à Christian et Mylène pour répondre aux questions formulées par Mohamed Srir. Et après, la parole à Gianluca et Chiara. Oui, merci pour la parole. Donc, je vais dire un mot là-dessus et puis Mylène pourra compléter. Alors, j'ai évoqué la photogrammétrie, oui, effectivement, c'est-à-dire que à à une étape de notre projet, nous aurons besoin euh, de cette technique-là pour faire la modélisation des bâtiments coloniaux parce qu'on s'est dit, Yves Robert l'a évoqué tout à l'heure, il y a des bâtiments, peut-être qu'on ne l'a pas montré dans dans la présentation, mais il y a des bâtiments qui sont aujourd'hui en état de dégradation avancée. Alors, l'idée autour de ce projet, c'est de se servir de la photogrammétrie, de la photographie ou de tout autre moyen pour arriver à modéliser et sauvegarder ce qui représente aujourd'hui ces bâtiments coloniaux. Donc, à ce jour, nous ne l'avons pas appliqué par rapport à ce que je présentais, mais c'est prévu dans la planification de ces projets de se servir des techniques comme la photogrammétrie pour faire certaines modélisations. Alors, la question sur le confort intérieur, oui, effectivement, en rapport avec une observation qui nous a été faite par Gianluca, je crois. Donc, nous prévoyons effectivement d'aller voir de l'intérieur ce que représentent les conditions de confort dans ces bâtiments-là, prélever par exemple la température intérieure, l'humidité relative, voilà, tous ces paramètres-là pour arriver à se faire une idée sur la qualité du confort intérieur. Donc oui, c'est prévu d'aborder cet aspect dans notre travail. Nous verrons peut-être quand Gianluca et les autres seront sur place ici en Banzarou, comment nous pourrons justement affiner nos méthodologies par rapport à ces questions. Et donc voilà ce que je pourrais dire. Peut-être sur la patrimonialisation des bâtiments, je laisse à Mylène ou Yves Robert qui sont là, qui peuvent mieux nous éclairer par rapport à cette question. Mylène, tu souhaites répondre sur les processus de patrimonialisation en RDC? Donc, je crois l'avoir aussi mentionné sur un des slides de la présentation quand je parlais de la liste de sites patrimoniaux congolais. Alors, on se base aussi beaucoup plus sur la charte du patrimoine, la charte, je n'ai pas le mot, mais c'est l'UNESCO, où il y a différents critères, en fait. Donc, on tient compte de certaines valeurs, peut-être c'est la valeur historique, la valeur numérique, pardon, qu'est-ce que je dis, paysagère, mémorielle. Et c'est sur base, en fait, de ces
valeurs qu'on peut retrouver sur les bâtiments, que certains bâtiments au niveau de Mbanzangungu ont été classés comme sur la liste de patrimoine congolais. Et ça, on se base sur ce document de l'ICOMOS 2022, donc où on décrit en fait ces différentes valeurs qui leur permet de se retrouver comme Merci beaucoup. Je vous laisse répondre aux questions de Mohamed Sré. Oui, vas-y, je te laisse. Ben, d'abord, merci pour la question, parce que c'est la question. Qu'on se pose dès le début de ce travail, c'est la question de l'ouverture aux filières, notamment aux filières locales, au savoir-faire et à l'architecture locale. Alors, il y a une double posture. Déjà, une première part, c'est cette version du site que vous voyez, c'est une première version, c'est pas la version définitive parce que on essaye d'avoir des financements pour augmenter la qualité et les possibilités qui donnent ces sites. Donc, on n'aurait pas assez de financement pour compléter notre plateforme du point de vue technique déjà, donc du point de vue de la mise en œuvre de l'espace entre guillemets vide dans lequel nous on va intervenir en complétant toutes les parties qui ne sont pas encore complétées aujourd'hui. C'est un travail qui va se faire au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on va le faire doucement, au fur et à mesure que, d'une part, on retraite le travail qui avait été fait, et d'autre part, du travail qu'on arrive à faire, à continuer à faire avec nos étudiants si on prend l'essai. D'autre part, sur la question des filières, les grandes complexités, c'est que nous, on est un établissement d'enseignement et recherche et on n'a pas forcément vocation à évaluer la qualité de ces filières. Donc, la grande question qui se pose, c'est qui sont les gentils et qui sont les méchants et qui je dois intégrer et qui je ne dois pas intégrer. Donc, alors, soit c'est un travail déclaratif ou autodéclaratif, donc chacun se déclare gentil, et il apparaîtrait dans notre plateforme, mais on en prend quand même une partie de la caution de la question. Une autre posture pourrait être d'intégrer les différentes corporations, donc la Chambre des métiers, les filières bois, la Chambre des artisans, et c'est eux qui se chargent sur leur cytographie externe à nous, dans laquelle nous, on permettrait juste de faire éventuellement apparaître les points. Tout ça est en cours de réflexion. On a participé là maintenant à un projet de demande des subventions de recherche justement pour questionner ces points-là et pour intégrer aussi un autre volet qui là vous n'avez pas vu, mais c'est des volets projectuels faits par les étudiants d'architecture contemporaine, des formes contemporaines à partir de la ressource locale. Donc l'idée était effectivement sur une méthode de projet à partir de la ressource, donc le projet par la ressource, d'interroger des projets contemporains, en tout cas faits par des futurs architectes, des étudiants de master, à partir de la ressource locale, donc à partir de la matérialité locale. Tout ça voudrait être intégré, situé et géolocalisé suivant les angles de projet. Et avec une extension de la cartographie à la région Occitanie. Bon, tout ça, on a demandé l'argent à l'État, on va voir s'il y en aura. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais c'est la question, effectivement, des savoir-faire locaux et de l'intensité sociale de la matière locale est une des grandes questions qu'on se pose et qu'on voudrait réussir à faire apparaître dans notre plateforme pour la rendre la plus opérante possible pour la rendre effectivement. Là, aujourd'hui, on est sur une version vraiment bottom-up. Pour caricaturer, je loue ma scierie portative, je coupe les arbres sur mon terrain et j'ai fait mon extension bois, au moins ma construction bois. Ou alors, je récupère la terre, je fais le pisé, je fais une mare à canard en face de la maison et je réalise ma maison en pisé et en bois local. Tout ça est très bottom-up et un peu utopiste, mais c'est un peu la base qu'on veut développer et qu'on veut stimuler. Et à partir de là, effectivement, pour être plus opérante et plus effectif, intégrer d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas encore exactement comment,
de la question du savoir-faire local et de la filière déjà en place et stimuler d'autres à s'y mettre. L'objectif, en fait, c'est un site de vulgarisation et de sensibilisation qui invite les demandeurs à demander de faire avec et les constructeurs à réapprendre à utiliser ces matières et matériaux et l'utiliser de cette manière. Si déjà on arrive à sensibiliser du monde et à inviter à une démarche par la matière, par les locales, par les savoir-faire, ça serait déjà un grand pas en avant. C'est un peu notre objectif. On verra, hein, comme je vous ai dit, avec Chiara, on s'est battu. Le site, il est avec Christelle, bien sûr, qui nous a porté dès le début. Le site est en ligne depuis, je crois, le 15-20 novembre. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est un peu vide. Du point de vue de toutes les fiches, toute la partie, entre guillemets, encyclopédique. Mais le projet a commencé? Les projets ont commencé en 2021, 2022, oui, je pense. Avec les travaux, disons, de réflexion, et chaque année c'est renourri, et chaque année a changé, et chaque année on a découvert de nouvelles bases de données utilisées, et chaque année on a implémenté notre manière et notre méthodologie. On commence à la stabiliser, et c'est pour ça qu'on a pu mettre en ligne les sites une fois que tout ça a été un peu stabilisé, du point de vue méthodologique. Là, je n'ai pas vraiment rentré dans les détails méthodologiques, mais il faudrait un peu plus de temps pour rentrer dans tous les détails. Merci beaucoup. Mohamed, tu veux réagir? Il y a un super pouce qui monte là, donc je pense que... Écoutez, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je vous souhaite beaucoup de courage et de chance également pour avoir les financements. Merci encore. Merci. Yves, tu as la parole. Voilà, j'arrive. J'ouvre caméra et micro. Vous m'entendez, je pense, hein? Parfaitement. Oui. Voilà, je voulais aussi réagir à toute série de discussions qu'il y a eu, puisqu'on approche tout doucement de la fin de la rencontre. Et je voulais, en prenant un peu de recul, insister sur le fait que parfois, on pouvait penser en Afrique, et je dirais à juste titre, que l'on voyait ce que j'appelle une architecture d'ONG, c'est-à-dire des Européens qui arrivent et qui viennent apprendre les bonnes manières de faire, réapprendre tantôt la terre crue, réapprendre tantôt l'architecture avec tel type de bois, tel type d'assemblage traditionnel, les techniques de la pierre sèche ou que sais-je. Et tout ça, évidemment, était très important. Mais, excusez-moi, mon GSM qui sonne. Excusez-moi. Mais en même temps, parfois, ça avait une dimension un tout petit peu surplombante. Peut-être par manque de pédagogie, parce que c'était parfois perçu par nos collègues africains et par les populations comme étant une idée du Nord, sans doute bonne à prendre parce que ça permet à travers un travail expérimental de refaire tantôt une coopérative agricole, tantôt un petit foyer social en zone rurale et des choses de ce type-là. Mais pas toujours spécialement bien compris et ça tout à fait, je dirais, légitimement. Et je pense que les exposés d'aujourd'hui, et notamment le travail qui est fait par Marseille, nous montrent qu'on est tous confrontés au même type de questions. C'est-à-dire que si l'architecture des ONG, comme je l'appelle, dans les années 60, après les indépendances, 70, 70, 80, était quelque chose qui venait, je dirais, du nord vers le sud pour imaginer que le sud rattrape, je mets ça entre guillemets, une sorte de retard de développement. Je parle un peu comme Truman, hein, mais je caricature ce propos. Aujourd'hui, ce que l'on voit ici, et le travail que Marseille nous montre, c'est qu'en Europe aussi, on a les mêmes démarches. En Europe aussi, on s'interroge aux matériaux bioressourcés, on s'interroge aux ressources locales. En Europe aussi, maintenant, on travaille sur des questions qui étaient parfois celles qu'on amenait du nord vers le sud à travers ce que j'appelle l'architecture des ONG,
mais qui aujourd'hui nous concernent fondamentalement et deviennent de plus en plus prioritaires. Et ce n'est pas seulement une posture, je dirais, théorique, c'est aussi un enjeu pédagogique, comme on l'a évoqué il y a quelques instants dans les écoles d'architecture, le projet par les ressources locales. Et au-delà de cela, c'est un impératif écologique à résonance mondiale avec les enjeux climatiques. Et donc, ça permet aussi de développer, et c'est l'idée sur laquelle je voulais terminer mon intervention, c'est l'idée d'une nouvelle solidarité. Parce que ce qui se fait à Marseille, c'est vraiment quelque chose qui pourrait se faire avec Bazagungu avec l'Université Congo à Bazagungu. Et si je dis ça, c'est parce que pour les gens qui ne connaissent pas tout le projet AF, une grande partie des acteurs du projet Afrique Architecture Formation vont dans un gros mois et demi à Bazagungu, invités par l'Université Congo. Mais donc, c'est l'occasion aussi de développer des synergies où il y a un partage solidaire d'informations sur ces questions. Et si en Afrique, parfois, les Européens ont insisté sur l'idée d'utiliser la pierre sèche, utiliser tel bambou, etc., aujourd'hui, on voit qu'en Camargue, on a un retour de la canne, donc des tiges de roseau, pour toute une série d'interventions, y compris de l'ordre d'une pensée contemporaine. Et dans mon domaine, le patrimoine, par exemple, je vois à la Tour Vieille, que certains connaissent peut-être, près de Salin-de-Giraud, en Camargue, une intervention de reconstitution de parties manquantes d'un bâtiment en pierre, mais avec des éléments de canne. C'est-à-dire on est dans les savoir-faire traditionnels qui sont utilisés pour un projet, alors là, très patrimonial, quasiment archéologique, de restitution, mais je trouve qu'elle a quelque chose de très intéressant aussi. Et donc, quelque part, l'intervention de Marseille montre aussi à tout le monde, aux gens dits du Sud, tout ça de manière un peu dualiste, excusez-moi, comme aux gens du Nord, dire qu'on est dans les mêmes types d'enjeux et nous devons trouver ensemble des réponses. Et je pense qu'il y a ici des synergies Marseille, Université Congo, le cas échéant avec mon université, l'ULB à Bruxelles, mais qui me semble très porteuse d'avenir pour partager ces expériences. Voilà, donc un message de solidarité et de partage. C'est bientôt Noël, excusez-moi. Merci beaucoup, Yves, pour cette conclusion extrêmement optimiste et effectivement qui va dans le sens aussi de ce qu'on porte et de ce qu'on défend dans le cadre du projet Afrique Architecture Formation et que justement on souhaite continuer dans un mois dans le cadre de ce workshop à Bazagungu. C'est juste, je nuance par rapport, mais c'est parce que tu sais bien que je peux pas juste ne rien dire, mais juste pour recontextualiser, cette architecture des ONG est peut-être vue avec suspicion, avec peu d'intérêt, parce qu'elle est aussi inscrite dans un contexte historique de développement de généralisation des programmes d'aide au développement lancés par les organisations internationales qui employaient des experts qui initialement étaient en contexte colonial et qui ont poursuivi en fait leur travail en contexte post-colonial sans se questionner. Mais aujourd'hui, effectivement, on est dans un inversement, peut-être un rééquilibrage des rapports du fait de l'urgence des enjeux climatiques et environnementaux qui nous touchent toutes et tous, qu'on soit en contexte tempéré ou tropical, qu'on soit en nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. Donc effectivement, le projet AF porte aussi cette solidarité ou cette volonté de partage ou de co-construction de savoir-faire. Il est 11h31. On est parfait en termes de temps, ce qui n'est pas notre point fort en tant que Marseillais. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Merci pour vos réactions. Merci aux intervenants pour leur présentation très, très riche. Et on voit Mylène, on voit Yves, et je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi et bonne continuation. Merci. Et je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de Marseille pour l'organisation et les aspects techniques comme les aspects scientifiques qui se sont faits, mais enfin que vous avez réglé de main de maître comme d'habitude. Donc merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.